Bonjour, c'est Patrice de Tendance Crypto. Aujourd'hui, on va commencer une initiation à la finance décentralisée et on va commencer par parler de l'apport de liquidité dans les DEX. Alors, j'ai fait un schéma pour essayer d'expliquer un peu le problème. Que c'est un problème qui est déjà connu, mais en fait, c'est toujours intéressant de repartir des bases. Donc en fait, ce qu'on appelle un DEX, un échange décentralisé, c'est ce qui comporte un AMM, un Automated Market Maker. Dans les échanges centralisés, on a effectivement des market makers qui ne sont pas automatisés et qui vont effectivement faire en sorte qu'il y ait toujours de la liquidité et éviter qu'il y ait des glissements de prix trop importants. Là, effectivement, ça se fait par des smart contracts qui vont justement chercher à automatiser les choses. Mais en fait, les smart contracts ne suffisent pas. Il faut évidemment apporter de la liquidité. Et en fait, pour comprendre comment cela fonctionne, il faut distinguer donc trois acteurs dans un AMM. Les traders, qui vont vouloir faire des échanges, échanger le token A contre le token B. Le protocole lui-même, donc l'ensemble des pools de liquidité et l'équipe qui gère cela. En fait, un AMM, c'est un ensemble de pools. Pourquoi c'est un ensemble de pools? Parce que quand on veut échanger le token A contre le token B, on n'a pas nécessairement la pool AB. On a peut-être la pool AC et la pool BC. Donc, en fait, ce que va faire l'AMM, c'est échanger A contre C, C contre B, pour pouvoir faire en sorte que le trader ait le token souhaité. Et puis ensuite, on a les liquidity providers qui vont apporter dans tel ou tel pool donc des paires de tokens. J'ai précisé que c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la finance décentralisée, il n'y a pas d'argent magique. S'il y a des gagnants, il y a en un sens des perdants. Ou plus précisément, s'il y en a qui gagnent de l'argent, c'est d'autres qui en dépensent. Donc, il va falloir comprendre, évidemment, veut dire qui peut gagner là-dedans. Chacun a des intérêts un peu différents. Le, les liquidity providers, leur but, c'est effectivement d'avoir des récompenses par rapport au fait de prêter leur liquidité. En un sens, on peut comparer l'apport de liquidité comme une sorte de prêt. Les traders, leur but, c'est de pouvoir payer, ils ont un double but, payer au juste prix l'échange entre A et B, donc on paye au juste prix le token B, et payer le moins de frais possible quand ils vont faire cet échange. Le but de l'AMM, c'est d'avoir le plus de revenus possible, de l'équipe de l'AMM, le plus de revenus possible. En fait, on peut avoir l'impression que finalement les trois ont des intérêts convergents. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que les traders paient leur token B au juste prix, il faut qu'il y ait le plus possible de liquidité. Parce que s'il n'y a pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle du slippage, c'est-à-dire un glissement entre le prix attendu et le prix qu'on va devoir effectivement payer. Parce que, en fait, le fonctionnement d'une pool de liquidité fonctionne sur le principe de ce qu'on appelle une bonding curve, qui va faire qu'il il va y avoir un glissement, parce qu'en fait, si on prend une pool, dans une pool où il y a deux tokens, si on prend trop d'un token, eh ben, il n'y en aura pas assez, ou là, le reste, en fait, finalement, on va devoir le payer beaucoup plus que le prix souhaité. Si par contre, on a évidemment beaucoup plus de tokens dans la pool de liquidité, dans ce cas-là, même si on prend une grande quantité, eh bien, finalement, ça garde son prix. Voilà. Par exemple, si on a une pool, je prends un exemple, de 1000 tokens, et puis une autre où il y a 1 million de tokens, eh bien, prendre 500 tokens de cette pool, c'est pas pareil dans le cas 1 ou dans le cas 2. Dans le cas 2, 500 sur 1 million, ça n'a pas changé grand-chose au prix. Là, par contre, effectivement, on prend la moitié. Donc, évidemment, si on prend d'un coup la moitié des tokens, ça va déséquilibrer la pool et donc déséquilibrer le prix, d'où effectivement slippage. Donc, le but de trader, c'est qu'il y ait
beaucoup de liquidités. Donc, finalement, ils ont besoin des liquidity providers. Les liquidity providers, eux, comment ils vont gagner de l'argent? Ils vont gagner de l'argent de deux manières. Grâce aux frais générés par les traders. Soit, s'ils le font, ce qu'on va appeler le farming, on en parlera dans une autre vidéo, soit parce que l'équipe de l'AMM a créé un token et ils vont distribuer ce token. On va voir pourquoi ils ont besoin de le distribuer le plus souvent et que les frais de transaction ne suffisent pas. Donc, il faut que les liquidity providers, ils ont besoin que les traders fassent finalement des échanges. D'accord? Plus il y aura d'échanges, plus ils gagneront de l'argent. L'équipe de l'AMM a aussi besoin qu'il y ait aussi des échanges, qu'il y ait donc que les traders soient contents. Pour que les traders soient contents, il faut qu'il y ait des liquidity providers. Ils peuvent aussi justement récupérer, je ne l'ai pas indiqué, des frais à chaque apport de liquidité. Voilà. Donc voilà. Apparemment, tout le monde va être content entre ces trois acteurs. Alors, en fait, on verra peu à peu on peut introduire un quatrième acteur parce que maintenant, on a des nouveaux modèles de DEX, hein, depuis Solidly, depuis Curve, où justement, il va y avoir un quatrième acteur, ce sont les holders du token du DEX, voilà. Donc, qui vont pouvoir aussi récupérer des récompenses. Pour l'instant, restons avec ces trois acteurs. Le problème va évidemment se poser pour les liquidity providers qui vont prendre un risque. Ce risque, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'impermanent loss, la perte impermanente. Alors pourquoi elle est impermanente? Parce que tant qu'on n'a pas cassé sa paire de tokens, en fait, on n'a pas vraiment perdu. C'est-à-dire qu'en fait, si, imaginons, en fait, la perte impermanente, pour faire ça, je vais réexpliquer dans le détail. En fait, elle se crée quand les deux tokens ne varient pas dans le même sens et pas dans les mêmes proportions. Si entre un moment 1 et un moment 2, il y a effectivement une variation pas dans le même sens, pas dans les mêmes proportions, il y a perte impermanente. Mais si dans un moment 3, par rapport au moment, ça revient à la même situation que le moment 1, en fait, et que là on casse sa paire, on récupère ces deux tokens, c'est comme si on n'avait rien perdu. Et même on n'a fait que gagner, puisqu'on a gagné au moins sans doute soit les frais, soit le token du DEX. Maintenant, voyons voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans la perte impermanente. Je prends une situation. On a deux tokens qui valent la même chose, 1 dollar. Je prends 500 tokens du 1, 500 tokens 2, j'arrive à 1000 dollars. Il faut toujours, ça c'est le principe depuis Uniswap, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux tokens. Il faut toujours posséder, il faut mettre, et on ne peut retirer que la même somme des deux tokens. Si le token 2 dans la situation 2, il augmente donc d'un dollar, son prix multiplié par 2. Pour que, et on imagine que je retire mes deux tokens, que je casse ma paire. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais en fait récupérer plus du token 1 et moins du token 2 pour que je retire la même somme des deux. Je vais retirer quoi? Je vais retirer 1414 dollars de ma paire. Donc ça veut dire que j'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que si j'avais conservé mes deux tokens séparément, sans les mettre dans une pool de liquidité, j'aurais en fait 500 fois 1 plus 500 fois 2, j'aurais 1500 dollars. Donc j'ai perdu 80 à peu près 85 dollars en apportant la liquidité. Donc ils prennent un risque. Et là, le risque, effectivement, là, en un sens, ça tombe bien parce que on a finalement il y a un token qui reste au même prix, l'autre qui a monté de prix. Mais si, par contre, il y en a un qui dégringole vers zéro, en fait, je vais avoir plein de tokens 2 qui ne vaut plus grand-chose et finalement, je perds tous mes tokens 1 qui ont gardé leur valeur.
C'est ce qui arrive souvent quand on a des paires entre, par exemple, je sais pas, veut dire un stablecoin et puis le token du DEX. Souvent, c'est le token du DEX. On verra pourquoi tombe vers zéro. Et bien dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas tous ces stablecoins. Donc évidemment, il faut pouvoir compenser ce risque. Comment on compense ce risque? Alors, on peut dire, bah oui, pas grâce aux frais de transaction qui vont récupérer. Est-ce que ça suffit? Pas souvent. Et puis en plus, si ça suffit, ça avait simplement à compenser, on pourrait dire que ça ne servirait pas à grand chose d'apporter la liquidité. D'accord? On n'apporte pas la liquidité simplement par altruisme pour bien gagner de l'argent. Donc il faut une récompense en plus. Et c'est là où va arriver le farming, c'est-à-dire l'AMM va distribuer son token de gouvernance au liquidity provider pour justement ajouter une récompense supplémentaire par rapport aux frais afin non seulement de compenser le risque, mais évidemment qu'il gagne de l'argent. Voilà. On verra effectivement si c'est vraiment rentable et si c'est pas rentable, dans ce cas-là, effectivement, comment améliorer les choses si c'est possible. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions sur ce que vous cherchez comme justement réponse aux problèmes que pose la finance décentralisée, posez-les aussi en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez appréciée. À bientôt!